Le vent d'hiver hurlait contre les vitraux du château de Rochefort comme une bête enragée, cherchant à pénétrer dans la chaleur des pierres ancestrales. C'était la nuit du 17 janvier 1603, et le froid mordait si fort que même les domestiques les plus endurcis refusaient de sortir sans 3 couches de laine sur le dos. Aimée de Rochefort ne dormait pas cette nuit-là. Comment aurait-elle pu? Son cœur battait d'une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à nommer, comme si son corps savait déjà ce que son esprit refusait encore d'accepter. Depuis 3 semaines, son époux, le vicomte Étienne de Rochefort, s'absentait chaque soir sous prétexte de vérifier les comptes du domaine dans son bureau privé. 3 semaines où il rentrait au lit bien après minuit, sentant le vin et quelque chose d'autre qu'Aimée ne pouvait identifier. Cette nuit-là, elle décida de briser le silence qui l'étouffait. Enveloppée dans sa robe de chambre en velours grenat, Aimée traversa les couloirs glacés du château. Ses pieds, nus sur les dalles de pierre, produisaient à peine un son. Elle connaissait chaque recoin de cette demeure depuis 15 ans, depuis le jour où elle était devenue la maîtresse des lieux à l'âge de 17 ans. Le château de Rochefort était son royaume. Ces pierres étaient imprégnées de sa présence, de son dévouement, de son sang même, quand elle avait donné naissance à leurs 3 enfants dans la chambre du 2e étage. Mais cette nuit, le château lui semblait étranger, hostile. Les flambeaux projetaient des ombres difformes sur les murs ornés de tapisseries flamandes représentant des scènes de chasse, des cerfs transpercés de flèches, des sangliers aux yeux vitreux. Des chasseurs triomphants brandissant leurs trophées. Aimée frissonna, mais pas à cause du froid. Elle atteignit enfin l'aile est, celle réservée aux appartements privés du vicomte. Une lueur jaune filtrait sous la porte massive en chêne sculpté. Des voix, des rires étouffés, le son d'un verre qu'on repose sur une table. Et autre chose, des gémissements, des murmures, le bruissement du tissu contre la peau. Aimée sentit son estomac se contracter. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle saisit la poignée de fer forgé. Elle hésita un instant. Une partie d'elle voulait faire demi-tour, retourner dans l'ignorance, préserver cette illusion de dignité et d'honneur qui faisait d'elle l'une des femmes les plus respectées de la région. Mais l'autre partie, celle qui brûlait depuis 3 semaines, celle qui savait, poussa la porte. Ce qu'elle découvrit la figea sur place. Le vicomte Étienne de Rochefort, son époux, son seigneur, le père de ses enfants, était étendu sur le lit à baldaquin, complètement nu. Autour de lui, 3 jeunes femmes en tenue légère se prélassaient dans une scène d'une obscénité qui défia tout ce qu'Aimée avait pu imaginer dans ses pires cauchemars. Elle reconnut immédiatement les 3 créatures. Margot, la fille de cuisine, à peine 15 ans, avec ses cheveux au burn et ses taches de rousseur. Lisette, la lingère, 17 ans tout au plus, au regard habituellement timide, mais qui maintenant brillait d'un éclat pervers. Et Jeanne, la plus jeune des chambrières, 14 ans, celle qu'Aimée avait elle-même recueillie après que ses parents étaient morts de la fièvre l'année précédente. Le temps sembla suspendre son cours. Les flammes des bougies tremblotaient, projetant une lumière dansante sur cette scène digne de l'enfer. Le vicomte tourna lentement la tête vers la porte. Ses yeux, embués par le vin et la luxure, mirent plusieurs secondes à reconnaître sa femme. Quand la réalisation le frappa enfin, son visage passa de la confusion à la panique, puis à quelque chose de plus sombre, de la défiance, presque de l'arrogance. Il ne baissa même pas les yeux. Les 3 jeunes filles, elles, se figèrent comme des biches face à un loup. Margot porta ses mains à sa bouche. Lisette tira instinctivement un drap sur sa poitrine nue. Jeanne, la plus jeune, se mit à pleurer silencieusement, des larmes coulant sur ses joues roses. Aimée ne dit pas un mot, pas un seul. Elle resta là, immobile, son regard passant du vicomte aux 3 créatures, puis de nouveau au vicomte. Son visage était d'une pâleur cadavérique, mais ses yeux brûlaient d'un feu que personne dans cette pièce n'avait jamais vu auparavant. Après ce qui sembla une éternité, elle recula d'un pas, puis d'un autre. Elle referma la porte avec une lenteur délibérée, sans la claquer, sans faire de bruit. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel cri. Dans le couloir, Aimée s'appuya contre le mur de pierre froide. Sa respiration était courte, saccadée.
Son cœur tambourinait si fort dans sa poitrine qu'elle crut qu'il allait exploser. Mais ce n'était pas du chagrin qui l'envahissait. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de bien plus pur, de plus ancien, de plus dangereux. C'était de la rage. Une rage qui brûlait comme de l'huile bouillante, qui consumait tout sur son passage, qui transformait son sang en venin et ses pensées en lames aiguisées. Aimée de Rochefort, la femme qui avait toujours incarné la vertu, la piété et la dévotion conjugale, sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Elle descendit lentement l'escalier en colimaçon qui menait aux cuisines. Ses pas résonnaient dans le silence nocturne du château. Elle passa devant la chapelle privée où elle priait chaque matin. Elle passa devant le salon où elle recevait les dames de la noblesse locale pour des thés raffinés. Elle passa devant le portrait de son mariage, où un peintre italien avait immortalisé son union avec Étienne 15 ans plus tôt. Ce portrait lui semblait maintenant une blague cruelle, une fiction, un mensonge peint à l'huile. Dans les cuisines, elle trouva ce qu'elle cherchait. Un large couteau de boucher, sa lame brillant à la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre. Elle le prit, sentit son poids dans sa main, passa son doigt sur le fil tranchant. Une goutte de sang perla à son index. Elle la regarda couler, fascinée par sa couleur rouge sombre à la lueur de la lune. Puis elle sourit, un sourire qui n'avait rien d'humain. Le reste de la nuit, Aimée ne dormit pas. Elle resta assise dans son petit salon privé, le couteau posé sur ses genoux, fixant les flammes qui dansaient dans la cheminée. Son esprit travaillait à une vitesse qu'elle n'aurait jamais cru possible. Des plans se formaient, se déformaient, se reformaient. Des scénarios se déroulaient devant ses yeux comme des pièces de théâtre macabres. Elle pensa d'abord à les tuer tous les quatre, rapidement, efficacement, pendant leur sommeil. Mais non, c'était trop simple, trop rapide, trop miséricordieux. Ce qu'elle avait vu méritait plus que la mort. Cela méritait la souffrance, l'humiliation, le désespoir. Cela méritait un spectacle. Quand le soleil se leva le lendemain matin, peignant le ciel de nuances orangées et roses, Aimée était toujours assise à la même place. Mais quelque chose en elle avait changé. Si quelqu'un l'avait observée attentivement, il aurait remarqué que son regard était différent, plus froid, plus calculateur, plus dangereux. La vicomtesse Aimée de Rochefort était morte cette nuit-là. Ce qui avait pris sa place était quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus terrifiant. Au petit déjeuner, elle se présenta dans la salle à manger comme si de rien n'était. Elle portait sa plus belle robe, en soie bleu nuit brodée de fils d'argent. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, retenus par des épingles en perles. Son visage était serein, presque lumineux. Le vicomte Étienne arriva quelques minutes plus tard, l'air hagard, les traits tirés par une nuit sans sommeil. Il évita soigneusement le regard de sa femme, s'asseyant à l'autre bout de la longue table en chêne. Ils mangèrent en silence. Le bruit des couverts contre la porcelaine était le seul son dans la vaste pièce. Les domestiques entraient et sortaient, servant le pain, le fromage, le vin chaud épicé, sans oser lever les yeux vers leur maître. Ce fut Aimée qui brisa finalement le silence. « Mon cher époux, dit-elle d'une voix douce, presque musicale, j'organise un petit souper ce soir. Rien d'extravagant, juste quelques personnes. J'aimerais que vous soyez présents. » Étienne leva enfin les yeux vers elle. Il y avait de la méfiance dans son regard, mais aussi quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Peut-être pensait-il qu'elle avait décidé d'ignorer ce qu'elle avait vu. Peut-être croyait-il qu'elle choisirait la dignité du silence plutôt que le scandale de l'accusation. Il se trompait tellement. « Bien sûr, madame, » répondit-il d'une voix rauque. « Je serai là. » Aimée sourit. Ce même sourire qui n'avait rien d'humain. « Excellent. J'ai également invité 3 de nos domestiques, Margot, Lisette et Jeanne. Il me semble qu'elles méritent une place à notre table ce soir, ne pensez-vous pas ?» Le visage d'Étienne devint aussi blanc que le linge sur la table. Ses mains se crispèrent sur son couteau. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Je prendrai votre silence pour un accord, » continua Aimée en coupant délicatement un morceau de pain.
Le souper aura lieu dans l'ancien cellier, celui que nous n'utilisons plus depuis des années. J'ai pensé qu'un changement de décor serait rafraîchissant. Elle se leva gracieusement, tamponna ses lèvres avec une serviette brodée et quitta la pièce sans un regard en arrière. Étienne resta seul à la table, le cœur battant, une sueur froide coulant le long de son dos. Pour la première fois depuis des années, il eut peur. Vraiment peur, il aurait dû l'être. Le reste de la journée, Aimée fut une tornade d'activité. Elle donna des ordres précis aux domestiques, les envoyant chercher ceci, préparer cela, nettoyer l'ancien cellier qui servait autrefois aux exécutions sur le domaine, à l'époque où les vicomtes de Rochefort avaient droit de haute et basse justice sur leurs terres. Le cellier était une vaste pièce voûtée aux murs de pierre brute, située dans les profondeurs du château. On y accédait par un escalier étroit et raide qui descendait 3 niveaux sous terre. La température y était glaciale, même en plein été. En hiver, c'était comme descendre dans les entrailles de l'enfer gelé. Les domestiques qui reçurent l'ordre de nettoyer cet endroit le firent avec réticence. Certains prétendaient que des choses terribles s'étaient passées là, autrefois, des exécutions, certes, mais aussi d'autres choses, des expérimentations, des tortures, des choses dont même les pierres gardaient la mémoire. Mais ils obéirent. On n'osait jamais désobéir à la vicomtesse. Quand tout fut prêt, Aimée descendit elle-même inspecter les lieux. Elle portait une lanterne qui projetait des ombres dansantes sur les murs humides. L'endroit sentait la moisissure, la terre mouillée et quelque chose d'autre. Quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Au centre de la pièce, une longue table avait été dressée. 7 chaises l'entouraient. Sur la table, une nappe blanche immaculée, de la vaisselle en porcelaine fine, des couverts en argent, des verres en cristal. Un festin digne d'un banquet royal. Mais dans cet endroit lugubre, sous la lumière tremblotante des torches fixées au mur, cette élégance prenait un aspect grotesque, obscène. Aimée sourit. Tout était parfait. Elle remonta dans ses appartements et passa le reste de l'après-midi à se préparer. Elle choisit sa plus belle robe, en velours noir profond brodé de perles noires. Elle attacha un collier de saphir autour de son cou, un cadeau de mariage d'Étienne. Ses cheveux furent coiffés en un chignon élaboré, retenu par des épingles en argent ciselé. Quand elle se regarda dans le miroir vénitien de sa chambre, elle vit une femme magnifique, royale, terrifiante. Elle était prête. À 7 heures du soir, alors que le soleil avait depuis longtemps disparu derrière l'horizon et que la nuit noire avait avalé le monde, les invités commencèrent à arriver dans le cellier. Les 3 jeunes femmes furent amenées en premier. Elles ne savaient pas pourquoi on les convoquait, mais la peur se lisait clairement sur leurs visages. Margot tremblait visiblement. Lisette gardait les yeux baissés. Jeanne pleurait silencieusement. On les fit asseoir à la table. Elles se regardèrent, confuses, terrifiées, ne comprenant pas ce qui se passait. Puis, le vicomte arriva. Il descendit lentement l'escalier, chaque marche semblant peser une tonne sous ses pieds. Quand il vit les 3 jeunes femmes assises à la table, son visage devint cendreux. Il voulut faire demi-tour, mais 2 gardes bloquaient la sortie. Enfin, Aimée fit son entrée. Elle descendit l'escalier avec une grâce royale, sa robe noire bruissant sur les marches de pierre. Dans la lumière vacillante des torches, elle ressemblait à une apparition, une reine des ténèbres venant réclamer son dû. Elle prit place au bout de la table, face à son époux qui était assis à l'autre extrémité. Les 3 jeunes femmes étaient disposées entre eux comme des pions sur un échiquier. Un silence de mort régnait dans la pièce. Le seul son était le crépitement des torches et l'eau qui goûtait quelque part dans l'obscurité. Aimée frappa dans ses mains. 2 domestiques entrèrent, portant des plateaux couverts. Ils servirent le premier plat, une soupe aux légumes fumante. Personne n'y toucha. « Je vous en prie, » dit Aimée d'une voix suave. « Mangez. Ce serait dommage de laisser refroidir un si bon repas. » Personne ne bougea. « J'ai dit « mangez !» Le ton était devenu glacial, métallique, chargé d'une menace implicite qui fit frissonner tout le monde dans la pièce. Lentement, tremblants, les convives portèrent leurs cuillères à leurs lèvres. Étienne avait l'air d'un condamné avalant son dernier repas, ce qui, dans un sens, n'était pas loin de la vérité.
Aimée, elle, ne mangea pas. Elle se contentait de les observer, un léger sourire aux lèvres, ses doigts tambourinant doucement sur la table. Quand les bols furent vides, elle se leva. « Maintenant que nous avons tous partagé un repas ensemble, comme une famille, » dit-elle, sa voix résonnant contre les voûtes de pierre, « j'aimerais jouer à un petit jeu. » Elle fit un signe. Les gardes fermèrent et verrouillèrent la lourde porte de fer qui était la seule sortie du cellier. Le bruit du verrou qu'on enclenche résonna comme un coup de canon. Les trois jeunes femmes se mirent à pleurer. Étienne se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol de pierre. « Aimée, je vous en supplie, vous supplie ?» coupa-t-elle d'une voix si froide qu'elle aurait pu geler le sang dans leurs veines. « Vous me suppliez, comme c'est touchant, mais j'en ai bien peur, mon cher époux, le temps des supplications est révolu. » Elle s'approcha lentement de la table, ses doigts effleurant le dossier des chaises au passage. « Vous voyez, j'ai beaucoup réfléchi depuis la nuit dernière. J'ai pensé à notre mariage, à mes vœux, à mon honneur bafoué, à ces créatures, dit-elle en désignant les trois jeunes femmes, qui ont osé souiller mon lit, ma maison, ma famille. Ce n'était pas leur faute, cria Étienne. C'est moi qui... Silence! Le mot claqua comme un fouet. Ne tentez pas de jouer les martyrs. Vous me dégoûtez tous, mais ne vous inquiétez pas, j'ai préparé quelque chose de très spécial pour cette soirée. Quelque chose dont on se souviendra longtemps à Rochefort. Elle frappa de nouveau dans ses mains. Les domestiques réapparurent. Mais cette fois, ils ne portaient pas de plateau. Ils portaient des chaînes. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Les hurlements des trois jeunes femmes résonnèrent dans le cellier comme un chœur de damnés. Les chaînes cliquetèrent sinistrement, alors qu'on les attachait aux anneaux de fer scellés dans les murs, vestiges d'une époque plus sombre où le seigneur de Rochefort exerçait son droit de justice dans ces mêmes murs. Étienne tenta de se précipiter vers la porte, mais 4 gardes le maîtrisèrent rapidement. Ce n'étaient pas des gardes ordinaires, Aimée s'était assuré de cela. C'étaient des hommes venus des régions les plus reculées du domaine, des hommes dont les familles avaient été maltraitées par le vicomte, des hommes qui n'auraient aucune pitié ni hésitation à suivre les ordres de leur maîtresse. « Attachez-le à cette chaise », ordonna Aimée d'une voix calme, presque distraite. « Je veux qu'il ait la meilleure vue sur le spectacle. » Les gardes obéirent. Ils ligotèrent solidement Étienne sur une chaise en bois massif, utilisant suffisamment de cordes pour qu'il ne puisse pas bouger d'1 centimètre. Ses protestations, ses supplications, ses menaces n'eurent aucun effet. Pour la première fois de sa vie, le vicomte de Rochefort était impuissant. Aimée s'approcha de lui, se penchant si près que son souffle effleura son visage. « Vous allez regarder, » murmura-t-elle. « Vous allez regarder chaque seconde, chaque instant. Et si vous fermez les yeux ne serait-ce qu'une fois, je veillerai personnellement à ce que vos paupières soient cousues ouvertes. » Puis elle se redressa, lissant les plis de sa robe, et se tourna vers les 3 créatures enchaînées au mur. Margot sanglotait hystériquement. Lisette était recroquevillée sur elle-même, tremblant de tout son corps. Jeanne, la plus jeune, avait perdu connaissance, son corps pendant mollement, retenu seulement par les chaînes à ses poignets. Aimée s'approcha d'une petite table sur laquelle étaient disposés divers objets, des couteaux de différentes tailles, des pinces, des fers, des instruments dont l'usage était évident et terrifiant. Elle les caressa du bout des doigts, réfléchissant. « Savez-vous, » commença-t-elle d'une voix étrangement conversationnelle, « qu'autrefois, dans cette même pièce, mes ancêtres rendaient la justice. Ils jugeaient les traîtres, les voleurs, les adultères. Les châtiments étaient créatifs. » Elle saisit un petit couteau à la lame courbe. « Pour les voleuses, on coupait parfois les mains. Pour les menteuses, la langue. Pour les putains, eh bien, les possibilités étaient infinies. »« Aimée, je vous en conjure !» hurla Étienne, sa voix se brisant. « Elles ne sont que des enfants, ce n'est pas leur faute, c'est moi qui les ai contraintes. » Contrainte. Aimée se retourna vivement vers lui, ses yeux brillants d'une fureur glaciale. « Vraiment ? Elle semblait plutôt consentante hier soir. Elle riait, elle gémissait de plaisir. Non, mon cher époux, ce n'étaient pas des victimes innocentes.
C'étaient des complices, et elles paieront comme telles. Elle se tourna vers Margot, qui tremblait si fort que les chaînes cliquetaient contre le mur de pierre. « Commençons par toi, ma belle. 15 ans, n'est-ce pas? Si jeune, si fraîche, si corrompue. » Aimé s'approcha lentement, le couteau brillant dans la lumière des torches. Margot hurla, tirant désespérément sur ses chaînes. « S'il vous plaît, madame, j'avais besoin d'argent pour ma famille. Mon père est malade. Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas. » La voix d'Aimé était douce comme du velours, mais glacée comme la mort. « Pourtant, tu as accepté les pièces d'or que mon époux te donnait. Tu as accepté les bijoux, les robes. Tu les as acceptés avec plaisir, n'est-ce pas ?» Margot sanglotait, incapable de répondre. Aimé leva le couteau, puis s'arrêta. Un sourire lent, terrible, se dessina sur son visage. « Non, » dit-elle finalement. « Non, ce serait trop rapide, trop simple. Vous ne méritez pas une mort rapide. Vous méritez de comprendre, de souffrir, de regretter chaque instant, chaque souffle, chaque battement de cœur qui vous a amenés ici. » Elle posa le couteau et prit à la place une petite fiole de verre contenant un liquide ambré. « Savez-vous ce que c'est » demanda-t-elle, tenant la fiole à la lumière. « C'est une teinture que j'ai achetée à un apothicaire de Paris. Elle provient des Indes. Les indigènes l'appellent le feu liquide. Une seule goutte sur la peau provoque une douleur atroce, mais elle ne tue pas. Oh non, elle brûle, elle consume, mais elle laisse vivre. C'est merveilleux, n'est-ce pas ?» Les yeux de Margot s'élargirent de terreur. Elle secoua violemment la tête, ses cheveux auburn collés par la sueur à son front. « Pitié! Pitié !» Aimé éclata d'un rire qui n'avait rien d'humain. « Ai-je eu pitié quand j'ai vu mon époux souiller notre lit conjugal? Avez-vous eu pitié de mes enfants qui pourraient découvrir l'infidélité de leur père? Avez-vous eu pitié de mon honneur, de ma dignité, de tout ce que j'ai construit pendant 15 ans ?» Elle déboucha la fiole. « Non, vous n'avez pensé qu'à vous, à votre plaisir, à votre argent. Maintenant c'est mon tour de ne penser qu'à moi, à ma vengeance. » Aimé versa une seule goutte du liquide sur l'épaule nue de Margot. Le hurlement qui suivit était surhumain. Margot se tordit dans ses chaînes avec une force née de la pure agonie. Sa peau fuma littéralement là où le liquide l'avait touchée, une cloque rouge et suintante se formant instantanément. L'odeur de chair brûlée emplit le cellier. « Arrêtez !» rugit Étienne, tirant si fort sur ses liens que le sang commença à couler de ses poignets. « Arrêtez, vous êtes folle !»« Folle ?» Aimé se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une lumière dangereuse. « Ah non, mon cher, je suis parfaitement saine d'esprit. Pour la première fois depuis des années, je vois les choses avec une clarté absolue. » Elle versa une autre goutte sur Margot, puis une autre. Les hurlements de la jeune fille résonnaient dans tout le château, si perçants que plusieurs domestiques à l'étage supérieur se signèrent et prièrent pour le salut de leurs âmes. Après ce qui sembla une éternité, Aimé s'arrêta. Margot était inconsciente, son corps pendant comme une poupée de chiffon, maintenue debout uniquement par les chaînes. Sa peau était couverte de cloques rouges et suintantes là où le liquide l'avait touchée. « Jetez de l'eau sur elle », ordonna Aimé. « Je veux qu'elle soit consciente pour la suite. » Un domestique obéit, versant un seau d'eau glacée sur Margot. La jeune fille reprit conscience avec un halètement, ses yeux hagards, ne comprenant pas où elle était, puis la mémoire revint, et avec elle, l'horreur. Aimé se tourna vers Lisette. La lingère de 17 ans tremblait si fort que tout son corps semblait convulsé. Elle avait perdu tout contrôle de sa vessie, et une mare d'urine s'était formée sous elle sur le sol de pierre. « Toi, » dit Aimé d'une voix douce, « tu étais censée être différente. Je t'avais prise sous mon aile. Je t'avais appris à lire. Je t'avais promis un bon mariage. Et voilà comment tu me remercies ?» Lisette sanglotait, incapable de former des mots cohérents. « S'il vous plaît. »« Chut !» murmura Aimé en posant un doigt sur les lèvres de la jeune femme. « Ne gaspille pas ta salive, tu en auras besoin. » Elle fit un geste. Un des gardes apporta un grand miroir en pied encadré de bois doré. Il le plaça en face de Lisette. « Regarde-toi, » ordonna Aimé. « Regarde cette beauté dont tu es si fière, ces cheveux blonds,
Ses yeux bleus, cette peau de porcelaine, c'est cela qui a séduit mon époux, n'est-ce pas? Ta beauté. Lisette secoua la tête frénétiquement, mais ne put détourner les yeux du miroir. Aimée sortit de sa poche une petite paire de ciseaux en argent, des ciseaux qu'elle utilisait habituellement pour ses travaux de broderie. Des ciseaux délicats, avec des lames fines comme des rasoirs. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Elle s'approcha de Lisette et commença à couper. Pas la peau, pas encore, les cheveux. Une mèche après l'autre, Aimée coupa les longs cheveux blonds de Lisette, les laissant tomber sur le sol comme des plumes dorées. La jeune femme pleurait silencieusement, regardant sa beauté disparaître dans le miroir. Quand il ne resta plus qu'un duvet inégal sur son crâne, Aimée recula pour admirer son œuvre. « Voilà qui est mieux, dit-elle, mais ce n'est qu'un début. » Elle reprit le couteau à la lame courbe. « Ton visage maintenant, cette peau si douce, si parfaite. Voyons si mon époux te trouvera toujours aussi désirable après cela. »« Non, hurla Étienne, je vous tuerai pour cela. » Aimée se tourna vers lui, un sourire glacial aux lèvres. « Me tuer? Avec quoi? Ces liens? Ces gardes qui m'obéissent au doigt et à l'œil? Non, mon cher, vous ne tuerez personne. Vous allez simplement regarder, et vous souffrirez 1000 fois plus que ces créatures ne souffriront jamais. » La nuit continua ainsi, une liturgie de douleur orchestrée avec une précision chirurgicale. Aimée ne tuait pas. Elle n'estropiait pas de manière permanente, mais elle faisait souffrir, elle brisait. Elle détruisait méthodiquement tout ce qui rendait ces jeunes femmes humaines, leur dignité, leur beauté, leur espoir. Le vicomte Étienne pleurait maintenant ouvertement, son visage ravagé par les larmes et le désespoir. Il suppliait, maudissait, promettait tout et n'importe quoi pour que cela s'arrête, mais Aimée continuait, implacable, méthodique, comme un chirurgien pratiquant une opération délicate. Quand Jeanne, la plus jeune, reprit finalement connaissance, Aimée était déjà devant elle. « À toi, dit-elle doucement, tu es la pire de toutes. Je t'ai recueillie, je t'ai nourrie, je t'ai traitée comme ma propre fille, et voilà comment tu me remercies. » Jeanne leva des yeux remplis de terreur vers sa maîtresse. Elle vit le sang sur sa robe. Elle entendit les gémissements de douleur des deux autres. Elle comprit qu'elle allait mourir ici, dans ce cellier glacé, loin de tout espoir. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle d'une voix si faible qu'on l'entendait à peine. « Tuez-moi. Tuez-moi maintenant. Ne me faites pas souffrir comme elle. » Aimée la regarda longuement. Quelque chose passa dans ses yeux. De la tristesse, du regret, de la compassion. C'était difficile à dire dans la lumière vacillante des torches. « Tu me demandes la mort comme une faveur ?» dit-elle finalement. « Intéressant, mais tu vois ma petite, la mort n'est pas une faveur. C'est une libération, et tu ne mérites pas d'être libérée. Pas encore. » Les heures s'écoulèrent. Le froid du cellier s'intensifia, mordant la peau, gelant les os. Les torches diminuèrent progressivement, projetant des ombres de plus en plus longues et difformes sur les murs suintants. Finalement, alors que l'aube devait pointer quelque part au-dessus de leur tête dans le monde des vivants, Aimée s'arrêta. Les trois jeunes femmes étaient méconnaissables, couvertes de cloques, de coupures superficielles, de contusions. Leurs cheveux avaient été rasés, leur peau marquée. Mais elles vivaient, elles respiraient, elles souffraient. Aimée les contempla avec une satisfaction froide. « Voilà, dit-elle, le premier acte est terminé, mais ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres soirées, d'autres spectacles. Nous avons tout notre temps. » Elle se tourna vers les gardes. « Enfermez-les dans les anciennes cellules. Donnez-leur de l'eau et du pain. Je veux qu'elles restent en vie. Nous avons encore beaucoup à accomplir. » Puis, elle s'approcha d'Étienne. Le vicomte était brisé. Son visage était celui d'un homme qui avait vu l'enfer et compris qu'il n'en reviendrait jamais. « Quant à vous, mon cher époux, » murmura-t-elle en caressant doucement sa joue, « vous dormirez dans notre chambre ce soir, dans notre lit. Vous vous laverez, vous vous habillerez et demain matin vous rejoindrez vos enfants pour le petit déjeuner comme si de rien n'était. »« Je ne peux pas, » bégaya Étienne. « Je ne peux pas faire comme si... » « Oh, mais vous le ferez,
coupa Aimé, car si vous ne le faites pas, si vous dites un seul mot de ce qui s'est passé ici cette nuit, je m'en prendrai à vos enfants, à nos enfants, et croyez-moi, ce que vous avez vu ce soir ne sera rien comparé à ce que je leur ferai. Le visage d'Étienne devint aussi blanc que la neige qui commençait à tomber dehors. Il hocha la tête, vaincu, brisé, détruit. Aimé sourit. Elle claqua des doigts, et les gardes détachèrent le vicomte. Il tomba de la chaise, ses jambes ne le portant plus, et dut être soutenu pour remonter les escaliers. Seul dans le cellier maintenant, Aimé contempla la scène. Le sang sur la table, les chaînes vides, les instruments de torture encore disposés proprement sur la petite table. Elle prit une profonde inspiration, savourant l'odeur de sueur, de sang et de peur qui imprégnaient l'air. « Ce n'est que le début », murmura-t-elle à personne en particulier. « Ce n'est que le début ». Puis elle remonta les escaliers, ses pas résonnant dans le silence du château endormi, laissant derrière elle un enfer qu'elle avait elle-même créé. 3 jours s'écoulèrent. 3 jours pendant lesquels le château de Rochefort sembla reprendre son cours normal. Les domestiques vaquaient à leurs occupations. Les enfants du vicomte jouaient dans les jardins enneigés. Les affaires du domaine continuaient comme si de rien n'était. Mais sous la surface de cette normalité trompeuse, quelque chose de pourri se développait. Le vicomte Étienne était devenu une coquille vide. Il se promenait dans le château comme un fantôme, les yeux vitreux, répondant par monosyllabes quand on lui adressait la parole. La nuit, il se réveillait en hurlant, couvert de sueur, hanté par les images de cette nuit dans le cellier. Aimé, qui dormait maintenant dans une chambre séparée, l'entendait mais ne faisait rien. Chaque cri était une musique à ses oreilles. Les 3 jeunes femmes étaient enfermées dans les anciennes cellules du château, des pièces minuscules creusées dans la roche même, sans fenêtres, sans lumière autre que celle des torches qu'on leur apportait une fois par jour avec leur maigre ration de pain et d'eau. Leurs blessures guérissaient lentement, mais leurs esprits, eux, restaient brisés. Aimé leur rendait visite chaque soir, pas pour les torturer physiquement, non. Elle avait découvert quelque chose de bien plus efficace, la torture psychologique. Elle s'asseyait sur un petit tabouret à l'extérieur de leur cellule et leur parlait. De leur avenir, de ce qui les attendait, des plans qu'elle avait pour elles. « Vous savez, » disait-elle d'une voix douce, presque maternelle, « j'ai beaucoup réfléchi. Vous tuer serait trop simple, vous relâcher serait trop dangereux. Alors, j'ai trouvé une solution bien plus créative. » Elle laissait le silence s'étirer, savourant la peur qui émanait des cellules obscures. « Je vais vous garder, ici, pour toujours. Vous deviendrez mes projets personnels, mon passe-temps. Chaque soir, je descendrai vous voir. Parfois, je serai clémente, parfois non. Vous ne saurez jamais à quoi vous attendre. Cette incertitude, cette attente constante de la douleur sera votre punition pour l'éternité. » Les sanglots qui lui répondaient était comme une mélodie. Mais le 4e jour, quelque chose changea. Un messager arriva au château. Il venait de Paris, portant une lettre scellée avec le blason royal. Aimé le reçut dans le grand salon, intriguée. Elle brisa le sceau et lut la lettre, son visage demeurant impassible. Quand elle eut fini, elle leva les yeux vers le messager. « Informez Sa Majesté que je serai honorée de recevoir sa visite, » dit-elle calmement. Le messager salua et repartit. Aimé resta seul dans le salon, la lettre dans les mains, un sourire étrange jouant sur ses lèvres. Le roi venait visiter le château de Rochefort. Dans 2 semaines, c'était un honneur immense, mais aussi une complication majeure. Ce soir-là, Aimé convoqua son époux dans son cabinet privé. Étienne entra, l'air hagard, tremblant légèrement comme il le faisait constamment maintenant. « Le roi vient nous rendre visite, » annonça-t-elle sans préambule. « Nous devons être prêts. Le château doit être impeccable. Nos domestiques doivent être irréprochables. »« Le roi, » répéta Étienne d'une voix creuse. « Mais les filles, dans le cellier, seront déplacées, » coupa Aimé. « Temporairement, dans un endroit plus discret. Ne vous inquiétez pas, mon cher époux. Je m'occupe de tout. » Elle s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. Il tressaillit à son contact. « Vous devez vous ressaisir, » dit-elle d'une voix basse et dangereuse.
Le roi ne doit rien soupçonner. Vous jouerez votre rôle de vicomte parfait, où je vous jure que ce qui s'est passé dans le cellier semblera une partie de plaisir comparée à ce que je vous ferai subir. » Étienne hocha la tête mécaniquement. Une marionnette dont Aimé tirait les ficelles. Les jours suivants furent une frénésie d'activité. Le château fut nettoyé de fond en comble. Les meilleurs cuisiniers de la région furent engagés. Les jardins furent taillés malgré la neige. Tout devait être parfait. Aimé supervisa personnellement chaque détail. Elle était partout à la fois, donnant des ordres, vérifiant chaque coin, chaque recoin. Les domestiques tremblaient quand elle passait, conscients qu'une seule erreur pourrait avoir des conséquences terribles. Une nuit, alors qu'elle inspectait les préparatifs dans les cuisines, le vieux majordome, François, s'approcha d'elle. Il servait la famille depuis 40 ans et était l'un des rares à oser lui parler directement. « Madame, dit-il à voix basse, les gens parlent. Dans le village, ils disent qu'ils entendent des cris venant du château la nuit. Ils disent que 3 jeunes filles ont disparu. » Aimé se tourna vers lui, son visage impénétrable. « Et qu'est-ce que les gens disent d'autre, François ?» Le vieil homme hésita puis continua. « Ils disent que le vicomte est devenu fou. Ils disent que vous pratiquez la sorcellerie. Certains parlent même d'appeler l'Inquisition. » Un long silence suivit. Aimé fixait le majordome, son regard perçant ses yeux vieillis. Puis elle sourit, ce sourire qui glaçait le sang. « Dis-leur, dit-elle d'une voix douce comme du miel empoisonné, que s'ils osent répandre de telles calomnies, je veillerai personnellement à ce que leur langue soit arrachée. Dis-leur que le vicomte est malade, rien de plus. Dis-leur que les 3 filles se sont enfuies avec des vagabonds. Dis-leur tout ce que tu veux, mais fais-les taire. » François hocha la tête, pâle comme un linge. « Et François, ajouta Aimé alors qu'il s'éloignait, si jamais tu penses à me trahir, rappelle-toi que je connais tes secrets. Je sais pour ta fille, illégitime, dans le village d'à côté. Je sais pour l'argent que tu as détourné des comptes du château l'année dernière. Un seul mot de ma part et tu finiras pendu. » Le vieil homme s'inclina profondément et s'éloigna rapidement, ses mains tremblant visiblement. Aimé retourna à ses préparatifs, satisfaite. Elle contrôlait tout le monde. C'était grisant. Mais cette nuit-là, alors qu'elle descendait dans les cellules pour sa visite quotidienne aux prisonnières, elle découvrit quelque chose d'inattendu. Jeanne, la plus jeune, avait disparu. Sa cellule était vide, les chaînes pendaient librement. La porte, normalement verrouillée avec 3 cadenas différents, était entr'ouverte. Aimé resta figé sur place, son esprit analysant rapidement la situation. Comment était-ce possible? Les gardes étaient loyaux. Les cellules étaient censées être impénétrables. Pourtant, elle se précipita vers la cellule suivante. Margot était toujours là, recroquevillée dans un coin, tremblant de froid et de peur. Dans la 3e cellule, Lisette était également présente, ses yeux vides fixant le mur de pierre. Mais Jeanne avait disparu. Aimé remonta précipitamment les escaliers et convoqua les gardes. Ils jurèrent tous qu'ils n'avaient rien vu, rien entendu. Personne n'avait quitté le château. Les portes étaient toutes verrouillées. C'était impossible. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Aimé ordonna une fouille complète du château. Chaque pièce, chaque corridor, chaque recoin fut inspecté, mais Jeanne demeura introuvable. C'était la nuit avant l'arrivée du roi que la vérité éclata. Aimé était dans sa chambre, se préparant pour se coucher, quand elle entendit un bruit, un grattement léger contre la porte. Elle se figea la main sur le bougeoir. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Pas de réponse, seulement le grattement qui continuait, lentement, méthodiquement. Aimé saisit un couteau qu'elle gardait maintenant toujours à portée de main et s'approcha de la porte. Elle l'ouvrit d'un coup sec. Personne. Le corridor était vide, éclairé seulement par quelques torches vacillantes. Mais sur le sol, devant sa porte, il y avait quelque chose. Une enveloppe, scellée avec de la cire rouge. Aimé la ramassa, son cœur battant étrangement fort. Elle brisa le sceau et déplia la lettre à l'intérieur. L'écriture était maladroite, comme celle d'un enfant qui vient d'apprendre à écrire,
Mais le message était clair. Chère vicomtesse, vous pensez contrôler tout. Vous pensez être la maîtresse du jeu. Mais vous avez oublié quelque chose d'important. Jeanne n'était pas celle que vous croyiez. Son vrai nom est Jeanne de Valmont. Elle est la fille illégitime de votre époux et de sa maîtresse d'il y a 15 ans. Elle est votre belle-fille, et elle est maintenant libre. Dormez bien, vicomtesse. Le spectacle vient à peine de commencer. Signé un ami. Aimé relut la lettre 3 fois, son cerveau refusant d'accepter ce qu'il lisait. Jeanne, sa belle-fille, la fille d'Étienne, la jeune fille qu'elle avait recueillie, torturée, brisée. Elle se précipita vers la chambre d'Étienne, enfonçant la porte sans frapper. Le vicomte était assis sur son lit, la tête entre les mains. « Est-ce vrai ?» siffla-t-elle, brandissant la lettre. « Jeanne est votre fille ?» Étienne leva lentement la tête. Dans ses yeux, il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus rien, juste un vide immense. « Oui, » dit-il simplement. Le mot tomba comme un coup de massue. « Depuis combien de temps le savez-vous ?»« Depuis toujours. Sa mère me l'a confiée avant de mourir il y a 2 ans. Je vous ai demandé de la recueillir en prétendant qu'elle était orpheline. Je voulais qu'elle ait une vie meilleure. Je ne pouvais pas la reconnaître officiellement sans causer de scandale, mais je pouvais au moins veiller à ce qu'elle soit en sécurité. » Aimé recula, comme frappé physiquement. Tout ce temps, toutes ces années, elle avait élevé la bâtarde de son mari sans le savoir. Et maintenant, les autres filles, dit-elle d'une voix blanche, Margot et Lisette, sont-elles aussi? Non, coupa Étienne. Jeanne était la seule. Les autres ne sont que ce qu'elles semblent être. Des domestiques stupides qui ont fait une erreur terrible. Une erreur? La voix d'Aimé monta soudainement. Vous appelez cela une erreur? Aimé, écoutez-moi. Non! Elle déchira la lettre en morceaux. Vous avez ramené votre bâtarde sous notre toit. Vous l'avez fait vivre avec nos enfants légitimes. Vous avez couché avec elle, avec votre propre fille. Étienne pâlit encore plus, si c'était possible. Je ne savais pas, bégaya-t-il. Cette nuit-là, j'étais ivre. Les autres filles l'ont amenée. Je pensais qu'elle était juste. Je ne l'ai pas reconnue dans l'obscurité. Quand j'ai réalisé, il était trop tard. Trop tard, répéta Aimé d'une voix morte. Trop tard. Elle éclata d'un rire hystérique qui résonna dans toute l'aile du château. « C'est parfait, dit-elle entre 2 rires. C'est absolument parfait. J'ai torturé votre fille, j'ai brisé votre fille, j'ai transformé votre fille en... » Elle s'arrêta brusquement, la réalisation la frappant de plein fouet. « Elle s'est échappée, murmura-t-elle. Et elle sait tout, elle sait ce que j'ai fait, elle sait pourquoi. Si elle parle, si elle dit à quiconque... » « Le roi arrive demain, » dit Étienne d'une voix morne. « Si Jeanne lui parle, si elle lui montre ses blessures, si elle raconte ce qui s'est passé ici, nous serons tous 2 exécutés, pour inceste, pour torture, pour tout. » Le silence qui suivit était assourdissant. Aimé et Étienne se regardèrent, 2 âmes damnées qui venaient de réaliser l'ampleur de leur chute. Finalement, Aimé se redressa. Son visage reprit cette expression glaciale qu'elle portait comme un masque. « Alors nous devons la trouver, » dit-elle calmement, « avant l'arrivée du roi. Nous devons la trouver et nous assurer de son silence, définitivement. »« Comment ?» demanda Étienne. « Elle pourrait être n'importe où, elle a eu plusieurs jours d'avance. » Aimé sourit. Ce sourire terrible qui ne présageait rien de bon. « Oh, mais je sais exactement où elle est, » dit-elle doucement. Elle n'est pas partie loin, elle ne peut pas dans son état. Non, elle se cache quelque part dans le château, attendant le bon moment, attendant l'arrivée du roi pour raconter son histoire. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que c'est exactement ce que je ferais à sa place. Aimé se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Préparez-vous, mon cher époux. Demain, quand le roi arrivera, nous jouerons le rôle de notre vie, et pendant ce temps, mes hommes fouilleront chaque centimètre de ce château. Et quand nous la trouverons... » Elle ne finit pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Le message était clair. Cette nuit-là, aucun des 2 ne dormit. Aimé resta éveillé dans son cabinet, planifiant, stratégisant, préparant chaque éventualité. Étienne, lui, resta dans sa chambre,
contemplant le gouffre dans lequel ils avaient tous les deux plongé. Quelque part dans l'obscurité du château, Jeanne de Valmont se cachait également, brisée dans son corps, mais pas dans son esprit, attendant, planifiant sa propre vengeance contre celle qui l'avait tant fait souffrir. Le spectacle était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer. L'aube du 3 février 1603 se leva dans une explosion de roses et d'or, comme si le ciel lui-même voulait honorer la visite royale. La neige avait cessé pendant la nuit, laissant le domaine de Rochefort couvert d'un manteau blanc, immaculé, qui scintillait sous les premiers rayons du soleil. Le château était en effervescence. Les domestiques couraient dans tous les sens, effectuant les derniers préparatifs. Les cuisines embaumaient les odeurs de pain frais, de viande rôtie et de pâtisseries sucrées. Dans la cour d'honneur, une garde d'honneur s'était formée, les hommes en livrée aux couleurs des Rochefort, attendant l'arrivée du cortège royal. Aimée se tenait dans sa chambre, se regardant dans le grand miroir vénitien. Elle portait sa plus belle robe, en velours bleu roi brodé de fils d'or, un collier de perles et de diamants autour du cou, ses cheveux coiffés en un chignon élaboré, surmonté d'une petite couronne dorée, incrustée de saphir. Elle était l'image même de la noblesse raffinée. Mais ses yeux trahissaient la tempête qui faisait rage sous cette façade parfaite. Ils étaient injectés de sang par le manque de sommeil, cernés d'ombres profondes qu'elle avait tenté de masquer avec de la poudre de riz. Jeanne demeurait introuvable. Toute la nuit, les gardes avaient fouillé le château de fond en comble. Chaque pièce, chaque passage secret, chaque recoin avait été inspecté. Rien. La jeune fille semblait s'être évaporée dans l'air. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» dit-elle d'une voix calme, qui contrastait avec la fureur qui bouillonnait en elle. François, le vieux majordome, entra et s'inclina profondément. « Madame, le cortège royal a été aperçu. Il sera là dans moins d'1 heure. »« Très bien. Tout est prêt ?»« Oui, madame. Chaque détail a été vérifié. »« Et le vicomte ?»« Il vous attend dans le grand salon, madame. » Aimée hocha la tête et renvoya le majordome. Elle jeta un dernier regard dans le miroir, ajusta sa couronne et descendit. Étienne l'attendait effectivement dans le grand salon. Lui aussi était habillé magnifiquement, en pourpoint de velours noir brodé d'argent, une cape doublée d'hermine sur les épaules. Mais son visage était celui d'un homme qui marchait vers l'échafaud. Ils ne se parlèrent pas. Il n'y avait rien à dire qui n'ait déjà été dit. Ils restèrent simplement là, côte à côte, 2 acteurs, attendant que le rideau se lève sur la plus importante représentation de leur vie. Le son des trompettes résonna dans la vallée. Le roi était là. Le cortège royal était impressionnant. Des dizaines de cavaliers, de carrosses dorés, de gardes en armure étincelante. Au centre, dans le carrosse le plus somptueux, se trouvait le roi lui-même, Henri IV, monarque de France et de Navarre. Aimée et Étienne descendirent les marches du château pour accueillir leur souverain, suivis par toutes leurs maisonnées. Ils s'agenouillèrent dans la neige alors que le roi descendait de son carrosse. Henri IV était un homme dans la cinquantaine, avec une barbe grisonnante et des yeux perçants qui semblaient voir au-delà des apparences. Il était connu pour être un monarque sage et juste, mais aussi pour avoir l'œil pour détecter les mensonges et les traîtrises. « Vicomte, vicomtesse !» dit-il d'une voix forte qui portait dans l'air froid. « Relevez-vous, c'est un honneur de visiter votre magnifique domaine. »« L'honneur est nôtre, votre majesté !» répondit Aimée avec une révérence parfaite. Le roi entra dans le château, accompagné de sa suite. Aimée et Étienne jouèrent leurs rôles à la perfection, montrant les salons richement décorés, la chapelle avec ses vitraux flamands, les jardins enneigés avec leurs statues antiques. Le roi semblait impressionné. Il complimenta l'architecture, la décoration, la qualité du vin qu'on lui servit. Aimée respirait un peu plus facilement. Peut-être que tout se passerait bien. Peut-être que Jeanne ne se montrerait pas. Le banquet eut lieu dans la grande salle, sous les lustres en cristal qui projetaient 1000 feux sur les murs recouverts de tapisseries. Des dizaines de plats furent servis, faisant rôtis, sangliers, poissons en sauce, pâtés en croûte, fruits confits, vins des meilleures régions. Le roi mangeait avec appétit, conversant aimablement avec ses hôtes.
Il parla de politique, de guerre, des tensions avec l'Espagne. Aimé et Étienne acquiesçaient, riaient aux bonnes remarques, jouaient le jeu de la noblesse parfaite. Mais Aimé gardait un œil sur chaque porte, chaque fenêtre, chaque ombre. Où était Jeanne? Quand frapperait-elle? Le banquet touchait à sa fin quand cela arriva. Un cri, venant de l'extérieur de la salle, puis des bruits de lutte. Les conversations cessèrent, instantanément. Tous les regards se tournèrent vers la porte. Celle-ci s'ouvrit brutalement. 2 gardes tentèrent de retenir une jeune fille en haillons, couverte de crasse et de sang séché. Ses cheveux avaient été rasés de manière inégale. Son visage portait les marques de brûlures et de coupures en voie de guérison. Jeanne, elle se débattait comme une possédée, hurlant à plein poumon. « Votre Majesté, je vous en supplie, écoutez-moi » Le roi se leva, fronçant les sourcils. La salle entière était figée. « Qui est cette jeune fille » demanda-t-il d'une voix sévère. Aimé sentit son sang se glacer. C'était fini. Tout était fini. Mais elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Elle devait jouer jusqu'au bout. « Votre Majesté » dit-elle d'une voix inquiète, « cette pauvre enfant était une de nos domestiques. Elle souffre de graves troubles de l'esprit. Elle s'est enfuie il y a plusieurs jours et nous la cherchions avec désespoir. »« Mensonge !» hurla Jeanne. « C'est un mensonge !» Les gardes la maintenaient fermement, mais elle continuait de se débattre avec une force née du désespoir. « Votre Majesté, s'il vous plaît, regardez mon corps, regardez ce qu'ils m'ont fait. Cette femme, elle désigna Aimé, cette démone m'a torturé, elle m'a brûlé, coupé, brisé. » Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Le roi fit un geste et les gardes relâchèrent Jeanne. Elle tomba à genoux, sanglotant. « Raconte !» ordonna le roi d'une voix grave. Et Jeanne raconta tout, la découverte d'Aimé, la nuit dans le cellier, les tortures, les 2 autres filles qui étaient encore enfermées quelque part dans le château. Elle raconta avec un tel luxe de détails, avec une telle émotion brute, que personne ne pouvait douter de sa sincérité. Quand elle eut fini, le silence dans la salle était assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers Aimé et Étienne. Le visage du roi était devenu de pierre. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il d'une voix qui ne laissait place à aucune échappatoire. Aimé ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne savait pas quoi dire. Comment mentir face à tant d'évidence? Ce fut Étienne qui parla. « Votre Majesté, dit-il d'une voix brisée, cette jeune fille est ma fille illégitime. » Un nouveau murmure, plus fort cette fois, parcourut l'assemblée. Étienne continua, les mots se déversant de sa bouche comme un barrage qui cède. « Je l'ai ramenée ici il y a 2 ans, sans révéler sa véritable identité à mon épouse. J'ai commis l'erreur terrible de la souiller. Dans un moment de faiblesse et d'ivresse, j'ai couché avec elle et 2 autres domestiques. Ma femme nous a découverts. Ce qu'elle a fait ensuite, il s'effondra, incapable de continuer. Le roi se tourna vers Aimé. Ses yeux étaient froids comme l'acier. « Vicomtesse de Rochefort, dit-il formellement, vous êtes accusée de torture, de séquestration et de cruauté envers vos serviteurs. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Aimé le regarda. Puis elle regarda Jeanne, agenouillée sur le sol, tremblante mais triomphante. Puis elle regarda Étienne, cet homme qu'elle avait aimé autrefois et qu'elle haïssait maintenant de toute son âme. Et elle sourit. « Défense ?» dit-elle d'une voix étrangement calme. « Non, votre Majesté, je n'ai aucune défense à offrir. Ce que j'ai fait, je l'ai fait en pleine conscience. Cet homme, elle désigna Étienne, a bafoué nos vœux sacrés. Il m'a humilié. Il a souillé notre lit conjugal avec non pas 1, non pas 2, mais 3 créatures, dont sa propre fille. » Sa voix monta chargée d'une passion terrible. « Vous parlez de justice, votre Majesté? Où était la justice quand je découvrais mon époux dans les bras de ces catins? Où était la justice quand je réalisais que j'avais élevé sa bâtarde comme ma propre servante? Où était la justice pour moi? La justice n'autorise pas la torture, » répliqua le roi. « Non ?» Aimé éclata d'un rire amer. « Et pourtant, vous-même, votre Majesté, n'avez-vous pas ordonné des exécutions publiques?
des tortures pour les traîtres. Quelle est la différence? La différence est que je suis le roi. Et moi j'étais la maîtresse de ce domaine. J'avais le droit. Vous n'aviez aucun droit. Le roi frappa du poing sur la table. Emmenez-la, emmenez-les tous les deux. Ils seront jugés à Paris pour leurs crimes. Les gardes royaux s'avancèrent. Aimée ne résista pas. Elle se laissa enchaîner avec une dignité étrange, comme une reine marchant vers son exécution. Étienne, lui, s'effondra complètement. Il pleurait, suppliant qu'on lui pardonne, jurant qu'il n'avait jamais voulu que tout cela arrive. Jeanne, toujours agenouillée sur le sol, regardait la scène avec des yeux vides. Elle avait gagné, elle avait obtenu justice. Mais elle ne ressentait aucune joie, seulement un vide immense. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Avant qu'on emmène Aimée, elle se tourna vers Jeanne une dernière fois. « Tu penses avoir gagné ?» dit-elle doucement. « Mais tu as perdu bien plus que tu ne le réalises. Tu portes maintenant le poids de ce qui s'est passé. Pour le reste de ta vie, tu ne seras jamais libre. » Puis elle se tourna vers les gardes. « Allons-y. J'ai hâte de voir Paris une dernière fois. » 6 mois s'écoulèrent. Le procès du vicomte et de la vicomtesse de Rochefort avait défrayé la chronique dans tout le royaume. Jamais affaire aussi sordide n'avait impliqué des membres de la haute noblesse. Les détails révélés au cours du procès avaient choqué même les esprits les plus endurcis de la cour parisienne. Le verdict tomba en juillet 1603. Étienne de Rochefort fut reconnu coupable d'inceste et d'adultère. Il fut condamné à être décapité en place publique. L'exécution eut lieu par une journée caniculaire d'août. On dit qu'il pleura jusqu'au dernier moment, implorant le pardon de Dieu et de sa fille. Aimée de Rochefort, quant à elle, fut reconnue coupable de torture, de séquestration et de cruauté extrême. Normalement, elle aurait dû être brûlée vive, le châtiment réservé aux femmes coupables de crimes aussi graves. Mais le roi, reconnaissant qu'elle avait été poussée à la folie par la trahison de son époux, commua sa peine. Elle fut condamnée à la réclusion perpétuelle dans un couvent isolé en Bretagne, où elle passerait le reste de ses jours dans la prière et la pénitence. Certains dirent que c'était une clémence, d'autres pensèrent que c'était un châtiment pire que la mort. Le château de Rochefort fut confisqué par la couronne. Les 3 enfants légitimes d'Aimée et Étienne furent placés sous la tutelle d'une branche éloignée de la famille. Jeanne, reconnue officiellement comme fille illégitime du vicomte, reçut une petite pension et fut envoyée dans un couvent différent, loin de la Bretagne, loin de tout ce qui pouvait lui rappeler l'horreur qu'elle avait vécue. Margot et Lisette, les 2 autres jeunes filles qui avaient survécu, furent également prises en charge par l'Église. On leur donna de nouvelles identités, de nouvelles vies, loin de Rochefort. Mais les cicatrices, tant physiques que mentales, ne s'effacèrent jamais vraiment. Dans le couvent de Bretagne, Aimée passa les premières années de sa réclusion dans un silence complet. Elle ne parlait à personne, ne priait jamais, se contentait de rester assise dans sa cellule minuscule, fixant le mur de pierre grise pendant des heures. Les nonnes qui s'occupaient d'elle disaient qu'elle ne montrait aucun signe de repentir. Pas de larmes, pas de regrets. Juste ce silence terrible et ce regard vide. Mais après 3 ans, quelque chose changea. Aimée commença à écrire. Elle demanda du papier, de l'encre, des plumes. La mère supérieure, espérant que c'était un signe de repentance, accepta. Aimée écrivit pendant des années, des milliers de pages. Pas des confessions, pas des prières, des lettres adressées à quelqu'un qui n'existait plus, des lettres à Jeanne. Dans ces lettres, découvertes après sa mort, Aimée ne s'excusait jamais. Elle expliquait, elle analysait, elle décortiquait chaque moment de cette nuit terrible et des jours qui suivirent. Elle écrivait sur la trahison, sur la rage, sur le besoin de vengeance qui avait consumé son âme. Elle écrivait sur l'amour aussi, sur l'amour qu'elle avait eu autrefois pour Étienne, et comment cet amour s'était transformé en haine,
sur l'amour qu'elle portait à ses enfants, et la terreur qu'ils puissent découvrir la vérité sur leurs parents, sur l'amour qu'elle aurait peut-être pu avoir pour Jeanne, si elle avait su la vérité dès le début. « Tu me demanderas pourquoi je ne regrette pas », écrivait-elle dans une de ses dernières lettres. « Comment je peux avoir fait ce que j'ai fait sans éprouver de remords ? La vérité, ma chère enfant, est que le remords implique que l'on aurait agi différemment si on pouvait revenir en arrière. Mais moi, si je pouvais retourner cette nuit-là, cette nuit où j'ai poussé cette maudite porte, je ferais exactement la même chose, car dans ce moment, dans cette rage pure et terrible, j'étais enfin libre. Libre de toutes les contraintes, de toutes les conventions, de tous les mensonges que la société nous impose. J'étais enfin moi-même, dans toute ma noirceur et ma vérité. Jeanne ne reçut jamais ces lettres. Elle vivait sa propre vie, ou plutôt, elle essayait. Elle avait pris le voile à 20 ans, cherchant dans la religion un refuge contre les démons qui hantaient ses nuits. Mais la paix lui échappait toujours. Elle faisait des cauchemars. Toutes les nuits, elle revivait cette nuit dans le cellier. La douleur, la peur, le regard d'aimer, ce regard glacial qui semblait transpercer son âme. Elle se réveillait en hurlant, couverte de sueur, griffant son propre corps comme pour arracher les souvenirs gravés dans sa chair. Les autres nonnes priaient pour elle. Elles disaient qu'elle était possédée par des démons. Mais Jeanne savait la vérité. Ce n'étaient pas des démons. C'était pire, c'étaient des souvenirs. Et contrairement aux démons, les souvenirs ne pouvaient pas être exorcisés. Elle vécut ainsi pendant 23 ans, 23 ans de prières mécaniques, de silence pesant, de nuits sans sommeil. Puis, en 1626, elle mit fin à ses jours. On la trouva pendue dans sa cellule, un bout de corde attaché au barreau de sa fenêtre. Elle avait 38 ans. Dans la poche de sa robe, on trouva un morceau de papier. Un seul mot y était écrit. « Pardon ». Mais était-ce un pardon qu'elle demandait, ou qu'elle accordait? Margot et Lisette eurent des destins similaires. Margot se maria à un fermier dans un village reculé. Elle eut 6 enfants. Elle ne parla jamais de ce qui s'était passé à Rochefort, même pas à son mari. Mais ses enfants se souvenaient de la terreur dans ses yeux quand quelqu'un frappait à la porte à l'improviste. Elle mourut à 45 ans, usée par les années de dur labeur et par les fantômes qui ne la quittaient jamais. Lisette, elle, ne se maria jamais. Elle resta dans le couvent où on l'avait placée, devenant une aide cuisinière silencieuse et efficace. Elle ne riait jamais, ne souriait jamais. Les autres nonnes disaient qu'elle était simplement timide. Mais celle qui regardait attentivement voyait autre chose dans ses yeux, une blessure si profonde qu'elle ne pourrait jamais guérir. Elle vécut jusqu'à 62 ans, mourant d'une fièvre en 1652. Ses derniers mots, murmurés à la jeune nonne qui veillait à son chevet, furent « Dites-lui que je lui pardonne ». Qui était elle? Aimée, Jeanne, Dieu? Personne ne le sut jamais. Aimée, elle vécut plus longtemps qu'aucun d'eux. Elle mourut en 641, à l'âge de 55 ans, d'une maladie des poumons. Jusqu'au dernier moment, elle resta la même, froide, impénétrable, sans remords. Quand on lui administra les derniers sacrements, le prêtre lui demanda si elle voulait se confesser, se repentir de ses péchés pour sauver son âme. Elle le regarda avec ses yeux qui n'avaient rien perdu de leur intensité glaciale, même après tant d'années d'enfermement. « Mon père », dit-elle d'une voix calme, « j'ai déjà vécu mon enfer. Que pourrait m'offrir Dieu que je n'ai déjà connu ?» Le prêtre, horrifié, tenta de la raisonner, mais elle ferma simplement les yeux et ne les rouvrit plus. Elle mourut ainsi, sans repentance, sans peur, emportant avec elle tous ses secrets et toute sa haine. Après sa mort, on découvrit les milliers de pages qu'elle avait écrites. La mère supérieure, après les avoir lues, ordonna qu'elles soient brûlées. C'étaient, disait-elle, les écrits d'une âme damnée, et ils ne devaient pas contaminer les vivants. Mais un jeune novice, fasciné par cette femme mystérieuse qui avait vécu parmi eux pendant tant d'années, réussit à sauver quelques lettres. Il les cacha, les emportant avec lui quand il quitta le couvent des années plus tard. Ces lettres circulèrent dans les milieux intellectuels parisiens pendant des décennies. Elles furent lues en secret, discutées dans des salons privés.
Certains y voyaient l'œuvre d'un monstre, d'autres celle d'une femme brisée par une société qui ne laissait aucune place à sa douleur. Le château de Rochefort, quant à lui, changea de main plusieurs fois au cours des siècles suivants. Mais personne ne resta jamais longtemps. Les nouveaux propriétaires se plaignaient de bruits étranges la nuit, de portes qui s'ouvraient toutes seules, de l'odeur de sang qui imprégnait certaines pièces malgré tous les nettoyages. L'ancien cellier fut muré. On zéla la porte avec des briques et du mortier, espérant ainsi enfermer les horreurs qui s'y étaient déroulées. Mais les rumeurs persistèrent. Les villageois racontaient des histoires de cris qui s'échappaient des profondeurs du château lors des nuits d'orage, d'ombres qui dansaient dans les fenêtres de l'aile est, de femmes en haillons qu'on apercevait errant dans les jardins au clair de lune. Étaient-ce des fantômes, des hallucinations collectives, ou simplement la mémoire collective d'un village qui ne pouvait oublier l'horreur qui avait eu lieu dans ses murs? En 1789, pendant la Révolution française, le château fut saccagé par une foule en colère. Les nobles qui y résidaient alors furent chassés, les meubles furent pillés, les tapisseries furent arrachées des murs, et quelqu'un, personne ne sut jamais qui, ouvrit le cellier scellé. Ceux qui descendirent racontèrent avoir trouvé quelque chose d'étrange. La pièce était intacte, comme si le temps s'était arrêté. La table était toujours là, avec ses 7 chaises. Sur le sol, des taches sombres, qui ne pourraient jamais être nettoyées. Et sur les murs, gravés dans la pierre avec ce qui semblait être des ongles humains, des mots en latin, une prière, une malédiction, Memoria aeterna doloris, vindicta numquam moritur, la mémoire éternelle de la douleur. La vengeance ne meurt jamais. Le château fut finalement abandonné au début du XIXe siècle. Les murs commencèrent à s'effondrer, la nature reprit ses droits, les arbres poussèrent à travers les fenêtres brisées, la mousse envahit les pierres ancestrales. Aujourd'hui, en 2025, il ne reste que des ruines du château de Rochefort, quelques murs debout, des escaliers qui ne mènent nulle part, des fragments de grandeur passée envahis par la végétation. Mais les histoires, elles, persistent. Les gens du coin évitent encore les ruines, surtout la nuit. Ils racontent des histoires à leurs enfants, des histoires sur la vicomtesse folle et sa terrible vengeance, des histoires qui changent avec chaque génération, qui s'embellissent, qui deviennent des légendes. Certains disent que si on se rend aux ruines lors d'une nuit d'hiver, particulièrement le 17 janvier, on peut encore entendre les échos de ce qui s'est passé. Des rires, des pleurs, des cris de douleur qui semblent venir des profondeurs de la terre. D'autres prétendent avoir vu une femme en robe noire, errant parmi les ruines, cherchant quelque chose, cherchant toujours. Mais quoi? Le pardon? La vengeance? Sa propre humanité perdue? Personne ne le sait vraiment. Ce qui est certain, c'est que l'histoire d'Aimée de Rochefort, de son épouse Étienne, et des 3 jeunes femmes dont les vies furent de briser cette nuit-là, continue de fasciner et d'horrifier. C'est une histoire qui parle de trahison, de rage, de vengeance, mais aussi d'amour perverti, de justice corrompue, et de la facilité avec laquelle les êtres humains peuvent devenir des monstres. Aimée n'était pas née monstre, elle était née femme, dans un monde qui ne laissait aucune place à la colère féminine. Quand cette colère éclata enfin, elle ne connaissait plus de limites, ne reconnaissait plus de règles. Était-elle folle? Était-elle mauvaise? Ou était-elle simplement humaine, trop humaine, confrontée à une trahison qu'elle ne pouvait supporter? Les historiens débattent encore de ces questions. Les psychologues analysent son cas comme un exemple extrême de trauma et de dissociation. Les féministes y voient tantôt une victime du patriarcat, tantôt une abuseur qui ne mérite aucune compassion. La vérité, probablement, est quelque part entre tout cela. Aimée était complexe, contradictoire, impossible à réduire à une seule étiquette. Elle était victime et bourreau, brisée et brisante, humaine et monstrueuse. Et c'est peut-être cela qui rend son histoire si terrifiante. Pas les actes de torture eux-mêmes, aussi horribles soient-ils, mais la reconnaissance que dans les bonnes ou mauvaises circonstances, avec la bonne ou mauvaise pression, n'importe lequel d'entre nous pourrait devenir comme elle.
Nous aimons penser que nous sommes fondamentalement bons, que nous ne pourrions jamais commettre de tels actes. Mais Aimé pensait probablement la même chose avant cette nuit du 17 janvier 1603. Et puis quelque chose s'est brisé, quelque chose qui ne pouvait être réparé. Le château de Rochefort est en ruine maintenant, ses pierres s'effritent, ses secrets sont révélés. Mais l'histoire demeure, gravée non dans la pierre, mais dans la mémoire collective. Une mise en garde, un rappel. Un rappel que la vengeance, quelle que soit sa justification, ne rachète jamais, elle ne répare rien, elle ne guérit personne, elle ne fait que créer plus de douleur, plus de souffrance, plus de brisures. Aimée a obtenu sa vengeance, elle a fait souffrir ceux qui l'avaient trahi. Elle les a brisés comme elle avait été brisée, mais qu'a-t-elle gagné? Quelques nuits de satisfaction glaciale, puis une vie entière d'enfermement, une éternité de damnation, si l'on croit en ces choses. Et les autres, Jeanne, Margot, Lisette, Étienne, tous brisés, tous détruits, tous condamnés à porter le poids de cette nuit pour le reste de leur vie trop courte. Il n'y a pas de gagnants dans cette histoire, seulement des perdants, seulement des victimes. Même Aimée, qui pensait être la maîtresse du jeu, était en fin de compte une victime de son propre besoin de vengeance. Les ruines du château de Rochefort se dressent toujours dans la campagne française, témoins silencieux d'une horreur vieille de plus de 4 siècles. Les touristes passent parfois, prennent des photos, lisent les panneaux explicatifs qui racontent une version édulcorée de l'histoire. Mais il ne reste jamais longtemps. Il y a quelque chose dans cet endroit, quelque chose de lourd, quelque chose de sombre. Quelque chose qui murmure que certaines histoires ne devraient jamais être oubliées, non pas pour être célébrées, mais pour servir d'avertissement. La vengeance de la vicomtesse de Rochefort n'est pas une légende glorieuse. Ce n'est pas une histoire de triomphe. C'est une tragédie sur ce qui arrive quand la douleur se transforme en haine, quand l'amour se corrompt en rage, quand l'humanité cède la place à la monstruosité. Et peut-être que le plus terrifiant dans tout cela, c'est de réaliser que cette transformation peut arriver à n'importe qui, qu'elle est arrivée, encore et encore, à travers l'histoire, et qu'elle continuera probablement d'arriver tant que les êtres humains porteront en eux cette capacité de blesser et d'être blessés. Le spectre d'Aimée de Rochefort erre peut-être toujours dans les ruines de son château, ou peut-être pas. Peut-être que les morts trouvent enfin la paix que les vivants ne connaissent jamais, mais son histoire, elle, ne mourra jamais. Elle persiste, elle hante, elle rappelle, car la mémoire de la douleur est vraiment éternelle. Et la vengeance, une fois commencée, ne se termine jamais vraiment. Elle se perpétue, de génération en génération, d'histoire en histoire, de cœur brisé en cœur brisé. C'est l'héritage d'Aimée de Rochefort, pas un château, pas un titre, pas même un nom respecté. Juste une histoire, une terrible, fascinante, horrifiante histoire qui nous rappelle ce que nous pourrions devenir si nous laissons la noirceur en nous prendre le dessus. Et peut-être que c'est la leçon finale. Non pas que nous devons éviter la vengeance parce qu'elle est moralement mauvaise, mais parce qu'elle nous détruit autant qu'elle détruit nos ennemis, peut-être même plus. Aimée a passé 38 ans en prison pour 3 nuits de vengeance. Elle a survécu à toutes ses victimes. Mais peut-on vraiment appeler cela de la vie, enfermée dans une cellule minuscule, sans amour, sans joie, sans espoir, ressassant encore et encore ces moments de rage pure? C'est cela, le vrai prix de la vengeance, non pas la punition légale, pas même la condamnation sociale, mais la prison qu'on construit pour soi-même, barre par barre, avec chaque acte de cruauté, chaque moment de haine nourrie. Les ruines de Rochefort resteront. Les histoires persisteront, et quelque part dans l'écho du temps, peut-être que le fantôme d'Aimée de Rochefort erre toujours, cherchant quelque chose qu'elle ne trouvera jamais. La paix, le pardon, la rédemption, ou peut-être simplement la fin d'un spectacle qui ne s'est jamais vraiment terminé. Car comme elle l'avait dit elle-même dans ces dernières années, la Viscondessa n'a jamais arrêté le spectacle. Elle a simplement perdu son public.
Et dans l'obscurité du cellier muré, sous les décombres de grandeurs passées, peut-être que le spectacle continue encore, pour un public d'ombres et de souvenirs, pour l'éternité.